C'est une petite surprise. Dimeco se ressent toujours de ses adducteurs et c'est le jeune Eric Murat qui est titulaire. Milieu de terrain, il est inédit bien sûr. Germain devrait être sur le flanc droit, Gastien dans l'axe et à gauche. Première apparition, non pas de Verfruis dont vous voyez le portrait, mais de Bernardet que voici maintenant. Verfruis, Mérieux, un attaquant qui avait été prêté au Havre la saison dernière. Et l'entraîneur est toujours, depuis le 3e match de la saison, Gérard Gilly. Face à l'Olympique de Marseille, le champion en titre donc, qui se présente avec dans les buts Jean-Luc Ettori, qui sera toujours gardien de Monaco la saison prochaine, quels que soient les bruits qui courent. Libéraux Patrick Battiston. Arrière droit Valérie, le stopper est Luc Sonor et sur le flanc gauche vous allez découvrir un très jeune espoir, il s'appelle Emmanuel Petit, vous allez le voir pour la première fois à la télévision. Milieu de terrain, Marcel Dib qui revient d'une suspension d'un match, Fabrice Poulain qui a bien failli être forfait tant il avait mal au genou ce matin, et Manuel Amoros qui joue maintenant milieu de terrain à la l'AS Monaco et plus arrière gauche. Le meneur de jeu, Glenn Hodel. Et les deux attaquants de pointe, Tony Kurbos, donc venu de Nice, où il n'avait joué que 5 matchs cette saison avant d'être blessé, et Georges Weah, le Libérien. Remplaçant, Puel et Rémi Vogel, le stopper venu d'Alsace, comme Arsène Wenger, qui a été blessé très longtemps cette saison. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'absents dans cette équipe de Monaco, beaucoup de joueurs blessés, Marc Atlet, Dominique Bijota, Fofana et Touré, et puis la suspension de Jean-Marc Ferrat jusqu'à la fin de cette saison. Vous savez ce qu'on peut peut-être s'offrir, c'est si les joueurs ne sortent pas encore des vestiaires, et Thierry Dujon nous l'aurait signalé, on peut peut-être revenir sur les matchs de Coupe de France. Voilà, les vestiaires sont toujours fermés. Les matchs de Coupe de France, si vous n'avez pas vu les buts de Coupe de France qui sont passés dans Téléfoot dimanche, on va vous les offrir car il y a eu quand même de très belles choses. Alors regardez les buts de Coupe de France du dernier week-end. Elle nous vient du Parc des Princes où le PSG en course pour le titre de champion de France s'incline lourdement face au 8e du groupe B de 2e division. Orléans ouvre le score 6 minutes avant la mi-temps par le luxembourgeois Langers. C'est déjà une surprise. L'étonnement sera à son comble en 2e mi-temps. Orléans marque 3 fois, 59e minute. Le rat s'échappe, Batz manque son intervention et Germain conclut du pied gauche. 73e maintenant, centre de Langers, talonnade de Germain. Et but de Soyer. 4-0 finalement à la dernière minute avec cette échappée de Lerat. La grande surprise vient donc du Parc des Princes avec la victoire d'Orléans 4-0 devant le Paris Saint-Germain. Étonnant le match nul concédé par le leader du championnat de France. Pourtant, coup franc direct de Franck Sauzet dès la 5e minute. Mezaoui égalise à la 53e minute. Toulon avec un très bon Joseph-Antoine Bell dans les buts fait match nul au stade Vélodrome. Après Bordeaux et Lens, nouvel exploit de Beauvais avec la complicité de Jean-François Domergue de 63e minute, passe en retrait qui lobe Philippe Montagnier, le but contre son camp par excellence. La bonne affaire d'Océranis avec un but d'Otto Torre à la 28e. Dribble sur Elsner à l'entrée de la surface, tire dans la lucarne. Pourtant, Nice égalise en 2e mi-temps, 65e minute, le Yougoslave Djelmas. Mais Auxerre s'impose à 10 minutes de la fin et réalise la bonne affaire de ses 8e de finale aller, centre de Bayrua, repris par Monzuk. Enfin, logique, la victoire de Sochaux contre Lyon avec un but de Bazdarevic à la 22e minute. Et puis logique également, mais même si plus difficile à obtenir, la victoire de Rennes contre Angers, 1-0 là aussi. Vanden Bogaard à la 86e minute, il marque son 6e but en coupe et il est également l'auteur des 9 derniers buts du Stade Rennais. Et on n'a pas vu les buts de Monaco-Nantes, tout simplement parce que ce match avait fait 0-0, match aller. Et monsieur Gérard Biguet, qui est l'arbitre de ce match olympique de Marseille-Monaco ce soir, appelle les deux équipes. Il est assisté de Jacques Poulain et de Bernard Marian. Voilà la sortie du petit nouveau. Et on n'a pas vu non plus les buts de Lille-Mulhouse, parce que ça avait fait également 0-0. Et tous ces matchs retour samedi. Pourtant, on les a bien cherchés. Vas-y.
Voilà, Georges Weah qui joue ce soir sous les yeux de quelqu'un à qui elle doit beaucoup, c'est Claude Leroy, entraîneur du Cameroun, qui l'avait découvert et qui l'avait signalé à Henri Biancheri. Marcel Dib qui revient donc dans le milieu de terrain monégasque avec Fabrice Poulain, et Philippe Vercruis maintenant avec Thierry Dujon. Philippe Vercruis, c'est impératif de gagner ce soir. Quelles sont les consignes? L'offensive à tout prix? On se méfier de Monaco, très belle équipe qui joue bien contre. Je crois que pour nous, c'est essentiellement de prendre 3 points ce soir. Ça serait dramatique de perdre ce soir? Je crois, oui. Merci Philippe. Luxonor. Luxonor qui va certainement jouer au marquage d'un des deux attaquants de pointe de l'Olympique de Marseille, très vraisemblablement Jean-Pierre Papin, parce qu'il est un petit peu plus rapide que Valéry, qui lui sera au marquage d'Alofs. Le voilà, Patrick Valéry. Lourde tâche quand même pour ce jeune garçon qui n'a pas 20 ans, qui découvre l'équipe de France Espoir, que d'être opposé à Alofs. Et voilà, Gérard Bernardet. C'est la grande première pour Bernardet sous ce maillot de l'Olympique de Marseille. C'est son premier match. Tony Kurbos, lui, qui est l'autre joker, ils se suivent. C'est un hasard dans le tunnel qui conduit à la pelouse du stade Vélodrome. Kurbos prêté par Nice, qui devrait retourner à Nice, tout comme Bernardet devrait, au conditionnel, tout ça bien sûr, retourner à Montpellier. Kurbos qui a encore 2 ans de contrat avec l'OGC Nice. Et qui a vraiment très peu joué cette saison. Il a été blessé lors du 5e match à Toulon. Il n'a jamais rejoué en D1. Il a fait 2 matchs en D3. Et le lendemain de ce fameux derby Nice-Monaco où Ferrat, Monsieur Depandis et Amoros avaient eu le moins qu'on puisse dire des mots, eh bien Arsène Wenger et Jean-Louis Compora ont appelé Kurbos pour lui demander de venir rejoindre les rangs de l'AS Monaco. Philippe Thiss et Jean-Pierre Papin, capitaine de l'OM. Et qui affirme qu'il n'a toujours pas re-signé à l'Olympique de Marseille. Alors que moi, il m'a dit tout à l'heure qu'il avait signé pour 3 ans. Mais en fait, il a affirmé ça à Michel Mézy. Et en ce moment, on aime bien se faire des petites farces entre recruteurs, directeurs sportifs et joueurs. Non, parce qu'à 20 minutes du coup d'envoi, il m'a dit moi j'ai signé, finalement je suis très bien ici. Mais avait-il vraiment signé ou avait-il l'intention de signer? À l'intention de signer, il l'a depuis. Bon, alors disons qu'il a l'intention, alors on s'en sortira comme ça. Rémi Vogel qui a été absent lors du match de Coupe d'Europe contre Galatasaray. Douleur aux adducteurs. Et Gérard Biguet donc qui y va pour ce qui peut être une très bonne soirée. Qui pourrait être une excellente soirée compte tenu de la qualité de ces deux équipes, de leur bon parcours évidemment. On n'est pas en tête par hasard, il s'agit de l'OM. Et champion sortant pour Monaco avec 8 points d'écart, et comme le rappelait Bernard Tapie au début du reportage, avec les victoires à 3 points, 8 points d'écart comme ça sur le papier, c'est impressionnant, mais les tendances peuvent se renverser encore à 5 journées de la fin. Oui, d'autant plus que l'Olympique de Marseille et Paris Saint-Germain ne donnent pas tous les gages de sécurité depuis quelques jours, depuis une quinzaine de jours. Et que tout peut bien sûr encore arriver. Sochaux n'est pas condamné non plus et Auxerre non plus. Le voilà le jeune. Ce jeune Emmanuel Petit, Manu Petit, qui a débuté contre Sochaux où il marquait Stéphane Paille. Ensuite il a joué contre Montpellier, il a marqué d'abord Roger Milla puis Cuben. Ensuite, contre Stade Strasbourg, il a eu une mi-temps Reichert, une mi-temps Steinrod. Et enfin à Nantes, il a eu une mi-temps You, une mi-temps Johnston. Vous voyez qu'il a eu quand même du beau monde pour ses débuts. Et ce soir, il va donc y avoir vraisemblablement Klaus Alofs. Non, je pense que Arsène Wenger a décidé de faire une défense individuelle et qu'Alofs sera pris par Valéry et Papin par Sonor. Que donc Manuel Petit aura le flanc gauche, mais comme Alofs et Papin bougent beaucoup, il va sans doute avoir à se frotter à tous les deux. Manuel Amoros dans un nouveau rôle, il porte toujours le numéro derrière latéral, le numéro 2, mais il est devant la défense. Voilà, ce qu'il était souvent, même quand il était derrière, disaient les mauvaises langues de son club, ça a été officialisé. Il est beaucoup plus porté maintenant vers l'offensive et il peut apporter beaucoup au milieu de terrain de Monaco. Klaus Alofs qui joue devant son frère Thomas Alofs qui est présent sur la pelouse. Est-ce une visite amicale de courtoisie à son frère comme Jean-Claude Tapie vis-à-vis de Bernard, ou y a-t-il autre chose? Gérard Gilly le sait. Gérard Gilly le sait sans doute, et en tous les cas ce qu'on peut dire c'est que Bernard Tapie a l'intention d'engager 3 joueurs de très haut niveau pour la saison prochaine pour enfin avoir des résultats européens de très haut niveau. Et on sait qu'il est plus porté vers des Allemands ou des Hollandais par exemple
que vers des gens du Sud. Et première ouverture de Forster en direction de Papin qui est aux prises avec Emmanuel Petit. Jean-Pierre Papin qui était décroché sur la droite dès le coup d'envoi. Coup d'envoi qui a été donné symboliquement, entre guillemets, par Gérard Bernardet. Et Papin, là, vient de faire connaissance avec le tacle d'Emmanuel Petit. On peut être junior deuxième année et être dur aussi. Coup franc pour l'OM avec Forster qui est monté. Coup franc tiré par Klaus Allofs. Et but d'entrée de Franck Sauzet dès la première minute sur ce coup de pied de Klaus Allofs. Franck Sauzet de la tête au premier poteau ouvre la marque pour l'OM. Regardez, balle très tendue au premier poteau qui interdit à Jean-Luc Ettori de sortir. Et très haut dans la mêlée. Sauzet qui dévie immédiatement. Regardez, il a le numéro 5, vous voyez. Hop, petit coup de tête sous la barre de Jean-Luc Ettori. Alors que la défense de Monaco n'a encore pas pris ses marques. L'Olympique de Marseille, qui était réputé pour marquer toujours dans les dernières minutes, qui là vient d'ouvrir le score à la première minute, alors que face à Toulon, ils avaient marqué à la 3e minute. Et Franck Sauzet qui avait marqué en Coupe de France contre Toulon, qui a marqué le but. Et Franck Sauzet qui n'avait marqué que 2 buts en championnat. C'est son 3e, très beau but de la tête, quasiment sur le coup d'envoi, dans la première minute de jeu, en faveur de l'OM. L'OM qui est à nouveau à l'attaque avec Murat. Murat qui est stoppé par Valéry. L'arbitre laisse jouer. Georges Weah récupère. Valéry pour Monaco. Monaco qui a pris un uppercut d'entrée. Glenn Hoddle. Interception de la tête de Bruno Germain. Ballon récupéré par le buteur de ce soir, Franck Sauzet, le premier de la soirée en tout cas. Philippe Tiss. Bernardet. Bernardet qui est pressé et qui a été bousculé. Marseille qui mène donc 1-0 d'entrée. J'espère que vous n'avez pas raté le début. Et faute en faveur des Monégasques. Arsène Wenger avait préparé des plans défensifs et offensifs d'ailleurs très soignés. Et sur une balle arrêtée dans la première minute, c'est presque imparable pour un entraîneur. Tout à l'heure, quand on verra les images, on s'apercevra à quel point les Marseillais bougeaient beaucoup devant le but d'Ettori. Glenn Hoddle, barré par Bruno Germain. Un démarrage de match très puissant, en particulier de la part des Marseillais. Et Arsène Wenger qui me disait encore juste avant la rencontre, il faut faire attention au début de match des Marseillais, puis au coup de folie qu'ils ont poussé par leur public. Et bien le démarrage des Marseillais, il a été servi. Remise en jeu de Gastien pour l'OM, pour Bernardet. Bernardet poursuivi par Petit. En retrait pour Huard. La charge de Georges Weah. Gastien. Murat. Qui passe Marcel Dib. Qui passe Valéry. Un dérapage de Vercruis et contre-attaque menée par Glenn Hoddle pour l'AS Monaco. Glenn Hoddle pour Dib. Et Germain met en touche. Remise en jeu de Valéry pour Dib. Et faute de Murat. Coup franc placé comme l'était celui de Marseille dès la première minute. Et celui-ci est pour Monaco. C'est Glenn Hoddle qui va le tirer. Petit, Sonore sont dans la surface de l'OM. Glenn Hoddle au deuxième poteau. Et c'est Emmanuel Petit qui a frappé ce ballon de la tête. Emmanuel Petit qui n'hésite donc pas à monter, qui n'a pourtant jamais marqué en D1 bien sûr, jamais marqué en D3. Et son dernier but remonte à un match junior face à l'OGC Nice. Et M. Biguet, lui, au centre du terrain, va rappeler à l'ordre Papin et Sonore qui venaient d'entrer en contact.
Battiston est venu s'en mêler. Ah, Monsieur Biguet a intérêt effectivement à ce que le calme règne dès le début de match, car après il sera peut-être trop tard. Dégagement de Gaëtan Var, c'était en direction de Bernardet, récupéré par Dib. Déviation de Glenn Hoddle. Forster. Klaus Allofs. Et le nom de Gérard Bernardet. Scandé par le public marseillais, qui s'enflamme toujours plus vite qu'ailleurs. Wea. Wea très replié. Hoddle. Hoddle vers Petit. Balle pour Huard qui nous laisse le temps de vous rappeler que bien évidemment vous pouvez poser vos questions sur Minitel. Une platine laser à gagner à la fin du match pour la question posée en direct. Une note à donner. Jean-Pierre Papin. Papin Bernardet. Crochet de Bernardet. Et passe trop longue pour Murat, qui était signalé hors jeu. Le match Auxerre-Sochaux, qui était en différé, avait récolté une note de 13 sur 20 par nos minitélistes. Sonore Petit. Emmanuel Petit, qui est d'origine normande et qui a fait 4 ans au centre de formation de l'AS Monaco, que dirige toujours Pierre Tournier. Glenn Hoddle, voilà Petit à nouveau. Luc Sonore. Et Amoros n'est pas passé. Il obtient un coup franc. Sur ce tacle de Germain dans le dos de Deuil. Transversal pour Battiston. Bien joué avec... enfin, aussi bien joué que ça. Avec Patrick Valéry. Sauzet. Ballon récupéré par Fabrice Poulain dans un espace très réduit. Et faute de Bruno Germain sur Poulain. Et à nouveau Glenn Hoddle au coup de pied arrêté. Et à nouveau Petit qui arrive là-bas au fond de l'écran, au deuxième poteau. Berghuis. Interception d'Hoddle, la passe de Berghuis était très mal assurée. Et Germain protège en bon pro qu'il est le ballon pour une sortie de but. Germain qui est ravi de jouer à Marseille dans un stade Vélodrome où il y a des dizaines de milliers de spectateurs et qui disait au parc on n'entendait que le bruissement de nos chaussures. Lui qui était au Matra en début de saison où effectivement il n'y a jamais eu beaucoup de public malgré les efforts pour faire venir des jeunes qui sont souvent venus d'ailleurs. Faute de Valéry sur Klaus Allofs. Franc tiré par Murat avec Allofs. Gastien. Interception de Dib. Dib qui lance Georges Weah dans le dos de Franck Sauzet. Weah a failli prendre l'avantage sur Franck Sauzet, mais il s'est aidé du bras au passage, ce qui n'a pas échappé à Gérard Biguet. En tout cas, c'est ce qu'a voulu signaler Gérard Biguet. Weah avait repris 2 bons mètres à Sauzet sur cette action. Peut-être petite attaque dans le dos. Belle remise de Berghuis sur Murat. Murat centre du pied gauche. Papin se jetait sur ce ballon. Et bonne anticipation, bon placement de Jean-Luc Ettori. Et Monaco redémarre avec Sonore, qui n'est pas le joueur préféré du public marseillais. Poulain. Bernardet. Avantage à Bernardet. Et belle ouverture pour Berghuis. Mise en touche de Valéry et Arsène Wenger penché sur le gazon et sur le problème que posent les Marseillais à l'équipe de Monaco depuis le début du match. Bernardet. Non, il n'y a pas faute de Sonore, dit Monsieur Biguet sur Jean-Pierre Papin. Le retour de Gastien qui joue
dans l'axe, très défensif dans l'axe, qui est en fait un premier stopper, juste devant Karl-Heinz Forster. Forster qui est en discussion lui aussi avec les dirigeants marseillais actuellement. Beaucoup de joueurs sont actuellement en discussion. C'est la saison. Forster qui a intéressé beaucoup Daniel Echter et le Racing Club de Strasbourg. Mais je pense que maintenant on peut dire qu'il n'ira pas à Strasbourg. Retour de Gatien et faute sur Manuel Amoros. Et certainement ce qui ressemble à un avertissement verbal à Gatien de la part de Gérard Biguet. Ah oui, c'est surtout la deuxième jambe de Gatien qui a obligé M. Biguet à intervenir, plus encore que la première, car la deuxième était très dangereuse. Vercruz, Alofs. Hors-jeu d'Alofs, ouais. Hors-jeu de Bernardet. Bernardet qui joue donc sur le flanc gauche du milieu de terrain marseillais et qui effectivement depuis le début de la rencontre touche beaucoup de ballons. Notre équipe de statisticiens s'intéresse à lui, on en saura un peu plus à la mi-temps. Mais il a déjà pris un rôle important dans l'équipe de l'OM. Emmanuel Petit qui a donc pas mal d'espace sur le côté gauche, qui a cherché la tête de Glenn Hoddle. Et il y a eu une faute, une main sur cette intervention devant le joueur britannique qui va bénéficier d'un coup franc très bien placé. Ouais, une main un petit peu stupide de Germain alors que Förster pouvait intervenir derrière et qui vaut un excellent coup franc à l'AS Monaco sur une faute qui vraiment ne s'imposait pas. Pour tirer le coup franc, conciliabule entre Amoros et Hoddle. Effectivement, il faut que le mur recule, mais il recule. Combinaison Poulain, Amoros, Hoddle, frappe directe d'Amoros. Oui, frappe en force d'Amoros qui a déjà marqué 2 coups francs cette année contre Saint-Etienne et contre Lens. Et là, regardez le travail de Poulain qui a fait semblant de faire une passe peut-être à Hoddle ou à Amoros qui finalement s'écarte parce que la balle est arrêtée et Amoros est donc dans les meilleures conditions pour frapper. Mais il a frappé légèrement brossé de l'extérieur et la balle est montée. Belle frappe de Franck Sauzet, qui, on l'a déjà dit, on le répétera souvent encore dans les années qui viennent, l'une des plus belles frappes du championnat. Dib. Et on dira peut-être une des plus belles frappes d'Europe dans quelques années. Ah, Valéry qui était bien parti. Et le ballon est toujours pour Monaco avec Glenn Hoddle. Dib. Panne de centre. Et obstruction sur Marcel Dib de Murat. L'équipe de Monaco qui tient bien le ballon et qui en particulier à chaque fois que Glenn Hoddle a ce ballon est tout près d'être dangereuse. Voilà, obstruction de Murat sur Dib qui cherchait à passer à l'extérieur. C'est le 3e coup franc de Monaco sur ce côté droit tiré toujours par Glenn Hoddle. Et qui a cherché cette fois-ci la solution de la balle tendue au premier poteau. Mais tendu au premier poteau, il y a presque toujours Germain à Marseille. Germain qui a lui aussi voyagé en cours de saison, venu de Toulon à l'OM. Sonore. Forster. Alors Jean-Pierre Papin en marquant, non c'est Franck Sauzet qui a marqué, voilà je pensais à Papin qui est en tête des buteurs ex aequo avec Vujovic et qui s'il marquait ce soir alors, égalerait son record de championnat de buts en championnat de France. Marcel Dib avec 19 buts, frappe de Dib. Ouais, Marcel Dib qui avait fait une très longue course, qui a sans doute manqué un petit peu de lucidité à la fin car Wea était démarqué mais il venait de très loin. Derrière, chacun! Derrière, c'est loin! Emmanuel Petit pour tirer ce corner
de la droite et du pied gauche pour la tête de Weah. Petit récupère, remet dans l'axe, à nouveau pour la tête de Weah. Alofs, qui est stoppé par Petit. Odell récupère. Poulain a voulu donner à Moreau, sa perception de Gastien. Gastien Bernardet. Dans tous les cas, une équipe monégasque est beaucoup plus fringante qu'elle ne l'était à l'époque, malheureusement, de la Coupe d'Europe, qui fait bien circuler le ballon. Et qui a surtout un Glenn Odell qui n'a quasiment pas mal au genou. Et ça change beaucoup de choses. Longue ouverture de Franck Sauzet vers Papin. Papin qui a, me semble-t-il, boxé le ballon en pleine course. Et il semblait également la même chose à Gérard Biguet. Papin qui s'en était allé ensuite plonger dans la surface. Hop, là, il s'est caché. Là, voilà, de la main gauche. Et Luxonor l'a bien vu et il hurle. Marcel Dib. Batiston. Il y a eu un mot d'excuse pour Valérie. Car sa passe était quand même très difficile. Murat va faire la remise en jeu pour l'OM. Pour Alofs. Dib. Alofs sanctionné pour un petit accrochage, donc pas bien méchant. Alofs n'est pas un joueur méchant. La preuve, il n'a pas eu un seul carton cette saison. Fabrice Poulain. Poulain, crochette Gastien, joue avec Amoros. Et Bernardet va récupérer ce ballon. Gérard Bernardet qui file sur le côté droit. C'est son premier match à Marseille. Papin a marqué un temps. Il n'a pas voulu se faire prendre au piège du hors-jeu. Et ça a dérouté un petit peu Bernardet qui a récupéré quand même le ballon. Bernardet redonne à Papin qui cette fois-ci est hors-jeu. Et oui, lorsqu'on est attaquant de pointe, il faut avoir autant de concentration que lorsqu'on en est défenseur. Jean-Pierre Papin avait très bien joué la première fois pour ne pas être hors-jeu. Il a beaucoup moins bien joué la deuxième. Et Patrick Batiston avait aligné la défense de Monaco. Poulain. Weah. Il ne passe pas les Monégasques. Petit. Pressé par Papin. Glenn Odell. Sonore. Dib, c'est bien joué avec Valérie. Appel de balle de Kurbos, déviation pour Valérie. Weah revient, récupère bien. Ah, c'était quand même pas une mauvaise inspiration de Georges Weah, car le jeu pour les Marseillais devait normalement se dérouler sur leur gauche et Georges Weah lui a orienté complètement de l'autre côté. Patrick Batiston, Luxonor. Pour Poulain. Kurbos. Et faute sur Dib. Arsène Wenger qui était venu superviser une nouvelle fois cette équipe de Marseille lors du match Marseille-Nantes qui précédait le match Real-Milan où il était aussi. Bernardet. Odell, c'est bien joué. Kurbos pour Weah. Weah tente de contourner Franck Sauzet, cherche une solution. Redonne à Poulain. Et Germain intercepte. Grosse présence de Bruno Germain en premier rideau de la défense de l'Olympique de Marseille. L'OM qui va repartir, qui repart avec Karl-Heinz Forster.
Petit. Odell. Odell un petit peu long pour Weah. Ah, c'est pas beaucoup trop long. Hein. Voilà, Pas beaucoup trop long, pas long du tout même. Ah, c'est assez fantastique. Glenn Odell, qui est sans doute le meilleur étranger qui opère en France cette saison, qui vient de réussir une ouverture quasiment aveugle. Il avait le dos tourné à toute l'attaque et il a fallu qu'Huard sorte. Et regardez, juste au 18, Huard relâche la balle à l'intérieur pour ne pas commettre une faute de main. Mais quel coup de patte de Glenn Odell sur cette action. Il n'y a vraiment que lui en France qui est capable de donner une balle à 25-30 mètres comme ça de manière presque aveugle. Bernardet. Murat. 10. Sauzé. Amoros qui ne laisse pas sortir. Qui récupère. Sonneur part sur le côté gauche. Amoros continue. Et bon retour de Jean-Pierre Papin. Patrick Battiston. Petit. Valérie. Odell et Germain. Avantage à Glenn Odell. Marcel Dib. Une frappe de Dib. Une belle frappe de Dib. Et à la suite d'une belle talonnade de Glenn Odell. Marcel Dib qui lui aussi a beaucoup manqué à l'AS Monaco face à Galatasaray. Mais Marcel Dib qui ne s'en prend qu'à lui-même, car vous vous souvenez qu'il avait été exclu à Bruges pour un vilain geste. Et qui donne du dynamisme au milieu de terrain de l'AS Monaco. Il y a Ethan War qui accompagne ce ballon, ne le touche pas. Allez, il a hésité une première fois, Dib, et puis finalement, eh oui, c'est bien. C'est en tirant au but qu'on marque des buts. Ça, c'est élémentaire. Et toujours bon de le rappeler. Jean-Luc Ettori avait dans sa collection, je vous l'avais dit je crois, il y a un mois ou deux, un magnifique maillot rose qui comptait être traîné aujourd'hui. Et puis finalement, il n'a pas osé. Il a gardé son habituel maillot gris, short noir. Dib. Odell. Verpruis. Castien. Castien a passé Odell. Face à Petit. Verpruis, Bellamorti, contrôle. Et Battiston récupère devant Gérard Bernardet. Et relance vers Odell. Et faute de Bruno Germain sur Glenn Odell au passage. Et au passage aussi une remarque sur les deux entraîneurs qui, on voit qu'on approche de la fin de championnat et qu'on veut prendre un petit peu moins de risques. Il y a beaucoup de défense individuelle aujourd'hui alors que ces deux équipes jouent très souvent la zone. Germain ne lâche pas Odell, Tis ne lâche pas Kurbos, Sonneur ne lâche pas Papin et Valérie ne lâche pas Alofs. Et Förster ne lâche pas Weah. Et beaucoup de duels aux quatre coins du terrain. Et les contacts sont un petit peu plus rugueux qu'au début du match. Karl-Heinz Förster. Vers son compatriote Alofs. Battiston. Et l'équipe de Gérard Gilly qui mène toujours 1-0. But marqué dès la première minute par Franck Sauzé. Amoros. Ce qu'on appelle un but marqué dans les vestiaires. Amoros, non, mésentente avec Marcel Dib. Et Murat récupère pour l'OM. Verpruis. Pour belle ouverture pour Papin. Papin met le turbo. Mais Valérie aussi. Un Papin qui multiplie les appels de balles. C'est Giresse qui disait l'année dernière qu'il avait redécouvert le jeu long avec Jean-Pierre Papin, tant Jean-Pierre Papin offrait des solutions à 30-35 mètres du porteur du ballon. Verpruis. Et c'est une sortie de but, oui, Sonneur a bien joué le coup. Minutes de jeu.
mi-temps. Et Marseille, qui n'a jamais perdu sur son terrain en championnat depuis le début de la saison, mène donc 1-0. Petit. Alors que Monaco a fait un parcours très honnête à l'extérieur. 5 victoires, 6 nuls, 5 défaites. Et aussi, malgré toutes ces blessures, une très bonne attaque, puisque Monaco a la deuxième attaque du championnat, qui n'était qu'à 2 buts de l'Olympique de Marseille, mais maintenant à 3. C'était le 50e but de l'OM tout à l'heure, marqué par Sosé. 50e but en championnat cette saison. Amoros, qui est venu à droite. Glenn Hoddle, Weah qui est bousculé par Forster, mais le ballon était passé. Et bon, c'était dans la course. Ouais, c'est surtout un beau geste de défenseur qu'a fait la Forster, car jamais personne ne sifflera. Mais Weah aurait pu peut-être tenter sa chance. Et vous voyez, petite poussée qui peut être dite épaule contre épaule d'ailleurs. Et après, le passage de ballon. Belle occasion quand même pour Georges Weah sur cette ouverture. Tony Kurbos, qu'on a vu en gros plan, qui a marqué un but avec le maillot de Monaco. C'était contre Strasbourg. Son seul but de l'année. Ouais. Il y a 3 petits dans le mur aux côtés de Sosé. Sosé qui fait le piqué. Sans doute Battiston sur cette passe. Hoddle, Pichenet d'Hoddle. Et bonne sortie de Gaëtan Barre. Ça, ce sont des combinaisons qu'Arsène Wenger fait travailler à la fin de chaque entraînement à la Turbie. Il essaie, en particulier avec Fabrice Poulain et Patrick Battiston, d'inventer des combinaisons sur les balles arrêtées. Kurbos, non, n'a pas pu contrôler ce ballon que récupère Franck Sosé. Gastien, pressé par Amoros. Forster. Extérieur qui ne passe pas. Valéry récupère. Poulain. Beaucoup d'espace pour Petit, en tout cas pour quelques secondes. Emmanuel Petit avec Kurbos à gauche, préfère donner vers Georges Weah. Il y a encore un contact Weah-Forster, mais pour le moment tout se passe bien. Et on retrouve Vercruis, Bernardet. Bernardet, belle ouverture pour Papin, la lutte avec Sonor. Il part tout à fait convenablement, il va marquer. Oh non, ça passe tout près. Début de Jean-Louis Ettori, mais quel beau duel entre Sonor et Papin, avec cet avantage pour Jean-Pierre Papin qui a failli marquer son 19e but en championnat. Et ça, c'est bien tout Jean-Pierre Papin. Regardez avec son physique, avec quelle volonté il va passer Sonor, qui pourtant va très vite. Et il réussit à croiser son tir au moment, à l'ultime seconde, l'ultime centième de seconde, avant le tacle de Sonor. Et je peux vous assurer que c'est sûrement pas facile d'aller passer Sonor dans cette position-là, parce que Sonor va très très vite. Et Jean-Pierre Papin, ça, c'est vraiment l'attaquant puissant et racé qu'il y a dans le football français. Fabrice Poulain, interception de Forster. Bernardet. À nous, ça sera pour l'OM. C'était forcément à nous, un des deux. Et Bernardet qui se sent très à l'aise dans cette équipe de Marseille, où il a été sensible à l'accueil qui lui a été fait, arrivé comme ça à 6 ou 7 journées de la fin. Il en reste maintenant plus que 5. Dans une équipe qui est deuxième, première maintenant. Il s'y sent bien. Battiston. Il va avoir une faculté d'adaptation assez étonnante d'ailleurs pour vivre des choses comme ça. Sonor, attention à Papin. Ouais, c'est plus facile lorsque l'on est un joueur très très technique comme est Bernardet, très collectif. Parce qu'à côté de lui, il y a quand même des joueurs comme Vercruis, comme Alofs, comme Sosé, comme Gastien, qui sont des bons remiseurs de ballon. Marcel Dib. Belle patte. Et Amoros qui n'a pas été tout à fait concluante pour l'instant. Petit, Hoddle. Ouverture pour Weah. Weah dont la masse athlétique est très imposante.
Au-dessus de 80 kilos. Touche pour Marseille. Bruno Germain laisse sortir. On remet ça avec Bernardet, une tête très plongeante de Petit. Et Bernardet râle fort. Dib. Sonore. Batiston. Un schéma très classique du côté de Monaco avec les 4 défenseurs, avec 3 milieux bien à plat. Dib, Poulain, Amoros et Odell qui orchestrent le jeu derrière Kurbos et Weah. Amoros. Un peu plus replié. Belle déviation de Glenn Odell. Et la touche est pour Monaco. Les enjeux de Petit. Qui récupère. Qui centre vers Odell. Odell encore. Ah oui, c'est Bruno Germain qui du bout du pied. Et ça, c'est quand même assez fabuleux ce joueur Glenn Odell qui a des yeux absolument partout, qui trouve des ouvertures. Et là, Bruno Germain vient encore de sauver effectivement du bout du pied. Mais bien des joueurs se seraient laissés prendre à l'ouverture de Glenn Odell. Batiston Petit qui aura touché beaucoup de ballons dans cette première mi-temps en tout cas. Ah, c'est le Pour joueur Odell. libre de la défense. Batiston. Amoros pour Valéry. Valéry à la lutte avec Murat. Centre de Valéry et corner pour Monaco. Patrick Valéry qui a joué longtemps libéraux et on a le centième d'hésitation qu'il a eu pour déborder Murat. C'est sans doute parce qu'il était défenseur. Un attaquant serait passé. Et du pied gauche. Il n'y a personne, peut vert, prends Sonore. Serme. Emmanuel Petit. Tire le corner, premier poteau, tête de Kurbos, et tête de Sonore et but. But de Georges Weah, égalisation de Monaco à la 36e minute sur ce corner, tiré par Emmanuel Petit. Et but de Weah. Regardez, déviation de Kurbos. Je crois ensuite il y a tête de Sonore piqué. Et là Weah, du haut de la cuisse, qui marque quasiment à bout portant. Regardez, le pied gauche de Manu Petit. Kurbos qui prolonge, et ça c'est mortel pour une défense. Vercuis qui est lobé. Sonore qui cherche à marquer d'une tête piquée, mais qui trouve la cuisse de Weah. Huard n'est pas sorti. Et là, c'est trop tard, c'est à bout portant. Weah qui marque son 9e but de la saison. C'est le premier de la cuisse. Il a vu 3 du pied droit, 3 du pied gauche et 2 de la tête. On verra tout ça à la mi-temps. Ceux de la cuisse sont pas souvent répertoriés. Il faudra créer une nouvelle colonne. C'est de la cuisse droite. Et pour l'Olympique de Marseille, il faudra créer de nouveaux dangers sur la défense de Monaco. Car il faut bien dire qu'à part 3 ou 4 appels de balles de Jean-Pierre Papin, eh bien, c'est l'AS Monaco qui a eu la maîtrise du jeu. Interception de Germain, Murat, Papin n'est pas là, vous ne le voyez pas sur l'écran. Là, il est juste en bas, vous voyez, il relasse, il a un problème de chaussure. Je ne pense pas que ce soit un problème de choc physique. Non, il change. Vercuis, il change de chaussure et hors-jeu de Alops. La défense de Monaco était très haute. Voilà, changement. Et vous voyez qu'il met des chaussures. Crampons alu alors qu'il avait une semelle moulée. C'est toujours le problème de hors-jeu, je ne discute pas, des matchs lorsqu'arrive le milieu du printemps, parce que l'on croit toujours que l'on peut jouer avec des moulets et en fait il y a un petit peu d'humidité toujours vers 9h et à ce moment-là ça commence à glisser et on a envie d'avoir des crampons alu. On a vu beaucoup de joueurs déraper ce soir. Sauzet à la lutte avec Dib. Avantage à Franck Sauzet, le champion d'Europe espoir.
National A maintenant dans l'équipe de Michel Platini. Vercruis Chez Gérard Gilles. Vercruis. Amoros. Poulain. Amoros pour Georges Weah qui est encore parti. Prend le ballon de la tête, Kurbos a une occasion, il a 5 et non, c'est Glenn Hoddle qui était à l'arrivée. Mais quelle action rapide, alors qu'ils étaient en infériorité numérique, les Monégasques ont encore eu une occasion de marquer avec Weah puis Hoddle, avec Kurbos au départ. Regardez Kurbos qui a failli être accroché, qui réussit à se redresser pour donner la balle à Hoddle qui arrive. Et Hoddle gêné par Germain au dernier moment, Germain qui lâche pas Hoddle. Et cette fois-ci, il a bien fait. Regardez, Weah pour Kurbos, ça a déjà failli être le but. Ensuite, il a failli avoir faute de Gastien. Et puis, Huard qui met la balle de Hoddle juste au-dessus. Et en corner tiré par Emmanuel Petit, premier poteau, ballon dévié, Sonore arrive comme une fusée. Et nouveau corner. Alors là, oui, j'étais persuadé qu'on allait entendre Gaëtan Huard. Parce que 2 fois en 4 minutes se faire prendre au même piège, c'était beaucoup. Et c'est pourtant le même piège qui avait fonctionné. Glenn Hoddle joue autrement. Papin récupère. Les Marseillais remontent. Et Papin donne à Franck Sauzet qui a de l'espace sur le côté gauche. Franck Sauzet face à Fabrice Poulain. Gastien. À nouveau Sauzet. Beaucoup de confiance chez les Monégasques et on sent un petit doute à Marseille. Ah, pour n'avoir pas voulu poursuivre ou pas avoir pas pu poursuivre au rythme des 5 premières minutes, les Marseillais jouent maintenant sur un faux rythme et sont en difficulté sur chaque attaque monégasque. Weah en confiance, Hoddle. Battiston. Sonore. On joue une touche de balle du côté de Monaco. À l'extérieur ici à Marseille, Sauzet. Franck Sauzet, Vercruis. À nouveau Sauzet. Pour Vercruis. Interception, Luc Sonore. Hoddle. Contourne Gérard Biguet, Amoros, Weah. Pichenotte qui était pour Kurbos. Sauzet, télescopage avec Fabrice Poulain. Involontaire, mais qui a conduit les Marseillais à perdre le ballon. Et heureusement que Gérard Biguet a sifflé en faveur de l'Olympique de Marseille, car c'était un 3 contre 1 qui se décidait. Sauzet, le public du Stade Vélodrome s'impatiente maintenant. Kurbos, Germain. Manque de réussite aussi pour les Marseillais maintenant. Weah tente de passer Sauzet, il y parvient. Très belle action de Weah qui donne à Tony Kurbos. Tony Kurbos face à Gaëtan Huard. Sortie formidable de Gaëtan Huard dans les pieds de Kurbos. Gaëtan Huard continue et sauve l'Olympique de Marseille d'un deuxième but. Il revient très vite car Monaco joue à fond. Monaco sent que l'OM est en difficulté en ce moment. L'OM chancelle. Et Gaëtan Huard a sauvé l'OM d'un deuxième but. Gaëtan Huard qui avait fait une faute sur Alfano dans les mêmes conditions. Amoros et Huard. Dans les mêmes conditions en coupe et qui cette fois-ci a réussi à sortir superbement dans les pieds de Kurbos, car il fallait anticiper sur le crochet de Tony Kurbos et Huard l'a fort bien fait. Huard qui relance à la main sur Murat. Valéry prend l'avantage sur Alovs. L'Olympique de Marseille est incapable de garder le ballon. Et bon, on dit toujours qu'il manque quelqu'un dans une équipe tous les ans. Il manque Platini à l'équipe de France, il a manqué Raymond Koppal longtemps. C'est le genre de choses qu'on entend. L'Olympique de Marseille aujourd'hui, comme souvent cette saison, je crois qu'il manque Alain Giresse. Parce que même si Bernardet a fait un gros début de match, même si Vercruis a toujours des qualités,
eh bien personne n'est capable de diriger le jeu, de garder la balle et de contrecarrer la maîtrise technique de l'AS Monaco. Forster. Germain. Germain vers Berghuis. Berghuis dans l'axe du but. Retour de Petit dans les pieds de Berghuis qui avait bien conduit son ballon. Et Petit a eu un rôle déterminant sur cette action. Petit, on le retrouve. À nouveau. Emmanuel Petit qui jouait en minime à Arc en Bataille. Et il jouait numéro 10. Marcel Dib, ancien Toulonnais, les Toulonnais qui doivent suivre ce match de l'OM, qui vont retrouver samedi en coupe, bien sûr, avec une attention particulière. Valéry. Le centre de Valéry est mis en corner par Forster. Alors que les Nantais qui iront à Monaco pour eux aussi le match retour de coupe doivent être assez impressionnés par l'équipe de Monaco ce soir. L'équipe de Monaco qui aura raté 2 matchs importants cette saison, mais vraiment ceux qu'il ne fallait pas. Petit au corner, premier poteau. Et cette fois-ci, il y avait Vercruis en écran. À l'offre pour la contre-attaque, Papin est en jeu très nettement. Oui. Il est parti. Non, il n'y a pas de signe à faire. Il faut se méfier, Michel, parce que Papin va très vite, que la défense de Monaco remontait à toute allure, que les rouges et le blanc se sont croisés. Et un hors-jeu qui peut paraître d'une dizaine ou d'une quinzaine de mètres peut quelquefois être trompeur. Batiston vers Georges Weah. Et tête de Forster. Forster vers Bernardet. Batiston. Et on approche de la fin de la première mi-temps sur ce score d'un but partout. Avec ce coup de canon. Regardez l'ouverture. Là voilà, Papin est en jeu. Oui, vous voyez, il y a 2 mètres. 2 mètres, mais les rouges sont venus faire l'alignement juste à la ligne médiane. C'est bien, Jérôme Revon n'avait pas laissé échapper cette action. Gastien dans la mêlée et une faute d'Amoros. On a bien vu sur le gros plan sur Gastien. Oui, la faute d'Amoros indiscutable, mais cette incapacité à l'Olympique de Marseille à gérer le ballon. Je suis sûr qu'on s'apercevra dans les statistiques tout à l'heure que l'AS Monaco a eu le ballon peut-être 20 ou 30% de plus que l'Olympique de Marseille. Ne peut pas garder la balle. Murat, Vercruis. Présentante dont profite Dib. Odell maintenant. Weah qui se déplace sur le côté droit. Dib aussi. Et bonne interception et relance en même temps. Ça, c'est du grand art de Forster. Vercruis. À l'offs. Avec une faute. Avec une faute de Batiston. Coup franc que Klaus Allofs va tirer. Peut-être la dernière action de cette première mi-temps. Sortie de Jean-Luc Ettori devant Franck Sauzet, le buteur de la première minute. Et Arsène Wenger est sorti de la casemate où sont relégués les entraîneurs au stade Vélodrome. Et ça doit aviver ses regrets que de voir l'AS Monaco jouer avec autant d'élégance et de facilité. Surtout lui qui a vu en plus les Turcs de Galatasaray se faire pulvériser par Bucarest en demi-finale de Coupe d'Europe. Avec 4-0 au match aller.
Bucarest qui a déjà un pied et demi en finale. Où il rencontrer qui? De Milan ou de Madrid? On le saura sur Canal la semaine prochaine. 20h30 en direct de Milan. Et donc score d'un but partout à la mi-temps. Franck Sauzet, première minute. Georges Weah, 36e. Oui, l'Olympique de Marseille qui avait très bien débuté, comme face à Toulon, et Monaco qui va beaucoup mieux, ce que Marcel Dib va confirmer à Thierry Dujon. Marcel Dib, on vous a vu très offensif en première période. Vous allez la jouer comment la seconde période? On va essayer de la jouer pareil et essayer de marquer un but de plus qu'eux. Qu'est-ce qui est le plus difficile face à Marseille? À Marseille, c'est ce public qui fait de Marseille une grande équipe, parce que bon, vous avez vu ce soir, il n'y a pas trop de monde et on fait jeu équitable, parce que je pense que ce soir il y a un bon Monaco. Merci Marcel. C'est vrai qu'on a vu un bon Monaco ce soir. Monaco qui a été un petit peu étouffé dans les 10 premières minutes. Après ce but marqué dans la première minute par Franck Sauzet. Puis Monaco a refait surface très vite ensuite pour faire une deuxième partie de première mi-temps extraordinaire. Et sans Gaëtan Var, eh bien Marseille aurait peut-être un but de retard en tout cas, aurait pu encaisser un autre but. Luxonor, vous avez vu son diamant à l'oreille, il l'avait enlevé en Coupe d'Europe, en championnat, il le remet. Il a moins peur de se faire tirer les oreilles, comme il disait l'autre jour. Manuel Amoro, celui qui a gardé sa médaille autour du cou. Patrick Valéry. Et là c'est les toilettes, c'est un peu plus loin. Notre caméraman s'est trompé de porte. C'est la dernière porte au fond à gauche. Ah, c'est une porte où il y a beaucoup de monde avant le match, mais alors, pas à la mi-temps. Alors, quasiment tout le monde y va avant le match. Voilà, Poulain, Valéry, on va récupérer, on va voir un peu. Et Georges Weah. Alors Georges Weah, c'est le buteur de Monaco. Vous l'avez vu marquer un but qui est le 9e de sa saison. L'occasion pour nous de revoir les 8 premiers, alors que l'on jetait un dernier coup d'œil dans le vestiaire. Alors ces images-là, c'est face à Strasbourg. Premier but de Weah, mésentente avec Fluclinger. Fofana était là, mais c'est Weah qui marque. C'était lors de la 13e journée. C'est toujours contre Strasbourg. Centre de Ferrage et tête piquée. La journée suivante, c'était à Montpellier. Le revoilà encore face à Albert Rust. Et c'est bien joué. Glenn Hoddle, recentrage de la tête, et c'est encore lui qui est là. C'était lors du match aller contre Marseille. Le voilà maintenant face au Parc des Princes, une tête fabuleuse, et Olmeta battu. On retrouve encore Strasbourg et Fluclinger qui vraiment n'aura pas été heureux face à Georges Weah. C'est son 3e but face à Strasbourg. Et enfin Albert Rust encore face à Weah. Albert Rust qui n'aura pas été plus heureux que Fluclinger. Il avait pris un but au match aller. Il va en prendre 2 au match retour. Voilà. Cette fois-ci, c'est de l'autre côté. Voilà, alors qu'on en a aperçu les cheveux de Valderrama et que l'on revoit donc son 9e but de la saison. Kurbos, sonore, et hop, le haut de la cuisse, et ça suffit pour marquer les buts. Présentez votre billet OM Monaco à la Fnac Centre-Bourse. Vous aurez droit à 2 places. Voilà, on va enchaîner avec les images de la caméra isolée ou les statistiques. Les stats d'abord peut-être. C'est notre équipe donc qui s'est attachée, on le verra tout à l'heure, à Bernardet et à Hoddle. Des attaques de Marseille, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a une qui a réussi très vite. Les attaques de Monaco, il y en a eu beaucoup plus du double. Et s'il y a 7 au centre, c'est à cause de la puissance de Georges Weah et des ouvertures de Glenn Hoddle. Des tirs, eh bien 50% de réussite pour l'Olympique de Marseille, mais que c'est faible pour les tirs. 5 du côté de Monaco. 20% de réussite. Maîtrise du ballon, et oui, je l'avais dit, 4 minutes d'écart à l'extérieur. Alors ça, c'est exceptionnel, effectivement. Des fautes. Germain avait eu un début de match difficile avec Hoddle. Il a très vite pris la tête des fautes. Enfin, pas beaucoup de fautes. C'est bon match. Alors Bernardet, on s'est intéressé à Bernardet dans c'était le premier match. En fait, il a touché beaucoup de ballons dans les 20 premières minutes et ensuite, ça s'est un peu gâté.
puisqu'il n'en aura joué que 8, mais 3 fois en cherchant Papin. Et une fois d'ailleurs à Gaëtan Huard. Ça c'est la zone, c'est un peu plus compliqué là. C'est les zones où Bernardet a joué ses ballons. Vous voyez, il doit y en avoir 3, 5, 8, il y en a 9, il y en a de plus. Enfin, c'est la zone où a joué Bernardet. On voit donc qu'il jouait vraiment milieu de terrain et même pas milieu de gauche, hein, milieu dans l'axe. Odell, on s'était intéressé aussi à Odell. Lui, regardez le nombre, il a joué 26 ballons, Glenn Odell. 4 ballons gagnés dans les pieds, ce qui prouve qu'il défend aussi. 6 ballons perdus seulement. Et à chaque fois, il cherche des choses impossibles et très difficiles. Marcel Dib, qu'on a beaucoup vu dans des offensives, eh bien c'est lui qui a été le plus servi. Et alors, où joue Glenn Odell? Eh bien, vous voyez que c'est un petit peu la même zone de jeu que Bernardet, mais en sachant se montrer plus offensif, puisqu'on voit des petits ballons qui sont aux alentours de la zone des 18 de Gaëtan Huard. Voilà, c'est Glenn Odell, confirmation d'un talent fou. Caméra isolée. Caméra isolée. Le but de Franck Sauzet, première minute. Et regardez, tout le monde est content, mais Franck Sauzet, lui, s'en va courir à gauche. C'était lui le plus content de tous. Hein. Là, on revoit autre chose, ça va être un but aussi. C'est toujours le but d'Ouéa. Sous un nouvel angle et qui nous montre que Ouéa est vraiment très très près de Gaëtan Huard. Alors en caméra isolée, on s'est intéressé à Bernardet aussi, c'est Philippe Doucet qui a choisi Bernardet. Très actif dans le premier quart d'heure. Alors le maintien anniversaire et qui défend aussi. C'est pas facile de s'extraire du milieu de terrain monégasque. Il défend, il attaque. Effectivement, c'est homme orchestre et c'est très très bien trouvé dans les premières minutes, comme il était quasiment l'année dernière à Montpellier. Glenn Odell, l'autre. Là, on l'a vu perdre le ballon et aller le rechercher aussitôt. Appel de balle. Ah, il laisse cette balle à Georges Weah qui a sa collision avec Förster et il serre les poings de rage. Regardez, le ballon lui colle au pied et il avait vu dans son dos un maillot rouge partir. C'est peut-être le but. Oh oui, sous un autre angle. Oh, regardez comme Gaëtan Huard a été pris au piège de cette déviation de Turbos, de la remise de Sonore. Alors il reste râlé un peu, mais il y a un petit peu de quoi parce qu'il n'y avait pas eu un gros marquage de la part de ses coéquipiers. Gaëtan Huard était un peu comme à Roland Garros, il a vu le ballon passer d'un côté à l'autre à toute vitesse. On va voir aussi maintenant le ballon passer souvent d'un côté à l'autre parce qu'on va aller voir du football anglais. Il y avait cette semaine la finale de la Coupe de la Ligue et c'est un long résumé que nous présente maintenant Stéphane Devergy. Et pour vous rendre service, les Marseillais rentrent juste au moment où on a vu la fin donc de ce montage de la finale de la Coupe de la Ligue. Et une des grandes nouvelles de la journée, c'est la décision prise par l'UEFA sur pression, je dirais, du Parlement européen, de réintégrer les clubs anglais en Coupe d'Europe, non pas la saison prochaine, mais la saison suivante. Voilà qui va nous promettre des spectacles européens d'encore plus belle qualité. Voilà aussi qui va nous promettre des soucis pour les équipes françaises. Thierry. Patrick Battiston, quelles sont les consignes pour la seconde période? Eh bien, c'est de toujours avoir la même occupation rationnelle sur le terrain et essayer de continuer à prendre le jeu à notre compte, tout en restant quand même très vigilant parce que cette équipe marseillaise a de bons atouts devant, mais en essayant toujours d'exercer une pression sur la défense marseillaise. Merci Patrick. On dit c'est faire aussi bien qu'en première mi-temps. Mais peut-être pas en renouvelant cette première minute de match. Vous voyez, il y avait quand même 3 blancs autour de Emmanuel Petit. Là, on le voit là, sur la droite de l'écran. Manu Petit qui était effectivement en difficulté au marquage. Jean-Luc Ettori qui ne pouvait pas sortir car la balle était très très tendue. Et Klaus Allofs qui n'a pas marqué encore et qui n'a marqué que 6 buts cette saison, mais il a été longtemps blessé. Et il a été le premier à lever le bras d'ailleurs, à lever les 2 bras quand Franck Sauzet a marqué.
Je dis 6 buts cette saison, il a marqué 6 buts en championnat, mais il en a marqué 4 en coupe. Ce qui peut nous faire penser qu'il est quand même en très bonne forme. Thies qui un jour a failli gagner la finale de la coupe avec Metz contre Monaco. Metz a effectivement battu Monaco, mais Thies avait eu la jambe fracturée au milieu de première mi-temps. 45 minutes pour renverser la tendance pour Marseille, qui est donc tenu en échec parce que c'est la formule qui convient quand on est leader et qu'on reçoit, et qu'il y a un partout. Marseille qui a fait 4 fois match nul sur son terrain cette saison et qui est invaincu, rappelons-le, ici en championnat. Patrick Battiston et ses camarades qui démarrent au petit trot. Une accélération sur cette transversale de Battiston. Il avait vraiment cherché une transversale impossible. Il y avait au moins 50 mètres pour cet appel de balle de Valéry, et Valéry a échoué vraiment derrière. Joue derrière moi. Remise en jeu de Murat pour la tête de Germain. C'était Bernardet qui demandait de jouer derrière lui, déjà un petit peu patron. Emmanuel Petit, Amoros, Lapin revient, Germain est encore là, c'est un gros match. Vercruis. Vercruis qui perd le ballon mais qui avait à peu près 20 cm pour le jouer. Et 2 monégasques autour de lui, Poulain et Petit. Sonore, Battiston. Alors est-ce que Monaco va jouer d'une façon un petit peu plus prudente que nous ne l'avons vu en première mi-temps? Philippe Thies. Tête de Valéry. Amoros. Valéry Verdib. Qui a pris l'avantage devant Bruno Germain qui est resté au sol. Il s'est fait mal au niveau des vertèbres cervicales apparemment, en retombant. Charles, Ouais, attention. Go long to the goal. Arsène Wenger en train de rappeler Georges Weah. Avec l'épaule a montré Monsieur Biguet, parce que c'est Marcel Dib qui va. Ouais, c'est même pas avec l'épaule, c'est avec les fesses que Marcel Dib. Germain heurte Marcel Dib et il peut s'être fait effectivement très mal au cervical. Et c'est Dib qui va bien gicler là pour emmener le ballon, essayer de le dévier pour Georges Weah. Et elle a aucune faute, aucune intention de faute, mais un choc. Donc Bruno Germain se remet, semble-t-il, peu à peu. Petit sur Papin. Germain, attention à Weah. Sauzé. Et le pressing monégasque très très haut. Arsène Wenger vers 4-5 heures ne savait pas encore, il faut sûrement pas savoir, s'il ferait pressing juste à la ligne médiane ou pressing beaucoup plus haut, comme le font par exemple les Italiens de Milan AC. En début de deuxième mi-temps, c'est haut. Pardon, quelle belle ouverture de Glenn Hoddle encore pour Georges Weah. Ça paraît parfois simple, tellement c'est beau. Battiston avec Weah. Battiston a suivi, Weah donne à Hoddle et Hoddle a vu que Battiston avait suivi. Battiston centre, renvoyé par Forster in extremis. Murat. Germain. Il y a 3 monégasques autour de lui. C'est vrai qu'il y a un pressing très haut placé de l'équipe de Monaco et ça double tranchant.
Le voici, le double tranchant avec Klaus Allofs. Klaus Allofs qui poursuit, qui entre dans la surface, qui est face à Ettori. Frappe très puissante à l'extérieur du but de Jean-Luc Ettori. Avec Klaus Allofs qui a choisi le tir, mais c'est parce que la défense monégasque avait d'abord été piégée par l'ouverture à ce qu'on appelle flotter, de façon à ce que Klaus Allofs soit en difficulté pour centrer. Bernardet réussit bien devant Dib. Le voici à nouveau Bernardet qui cette fois-ci perd le ballon devant Amoros qui a fait une faute. Gérard Bernardet avec Gastien, Alex Niortais, Sauzé, Germain. Il y avait un hors-jeu qui était signalé, mais qui a été sifflé même. C'est un coup franc qu'a sifflé Gérard Biguet, alors que son juge de touche, c'est le hors-jeu. Ouais, Jacques Poulain, avait levé le drapeau. Vous voyez, hors-jeu d'un petit mètre, mais un petit centimètre aurait suffi. Wea, très bien joué de la part de Georges Wea. Vertruis, Wea dans la surface, Wea poursuit et... formidable rush de Georges Wea. Ah oui, qui Arsène Wenger nous l'avait signalé, est en très gros progrès. Amoros. Et l'OM est à nouveau en difficulté. Et pour ce début de deuxième mi-temps. Et pour tous ceux qui critiquent Luxonor, et ça arrive souvent, c'est Luxonor qui était à l'origine de cette action avec une superbe passe lobée pour Amoros. Et Amoros qui est pris par Förster qui savait exactement ce qu'il faisait. Un partout à cet instant. Va de l'autre côté. Va. Moulin comme tout à l'heure peut-être. On va bien décaler Battiston une fois quand même. C'est fait. Et Papin a giclé dans les pieds de Battiston. Et Monaco a toujours le ballon avec Valéry. Valéry sur Gaëtan Barre. Et tout le monde était dans le camp de Marseille. Philippe Tis pour Vertruis. Gastien. Oh, petit pont sur Gérard Biguet. Bernardet. En retrait plutôt. En retraite. Un petit peu en retraite, enfin qui bat un petit peu en retraite l'Olympique de Marseille. Hein. Lombos contré. Vertruis. Ne passe pas petit. On aurait sans doute pu récupérer la touche. Remise en jeu de Philippe Tis. Vertruis. Rebelote. Vertruis qui s'habille exclusivement avec des vêtements italiens. Ce sera peut-être une reconversion dans la mode. 10. Poulain. Forster. Bel extérieur de Forster. C'est bien joué pour Allofs, pour Murat. Et c'est un corner. Corner pour l'OM. On va revoir ce tacle de Battiston qui doit être parfait. Vous voyez, il est parfait. Il n'a pris que le ballon. Et Murat ne trompe pas Monsieur Biguet. Klaus Allofs au corner. Et oh là là, sauvé par Georges Weah. Sauvé par Georges Weah sur cette tête de Karl-Heinz Forster. Ah, une tête piquée admirable. Il avait mis toute sa puissance. Karl-Heinz Forster qui est vraiment une des pièces maîtresses de l'Olympique de Marseille. Nouveau corner. À nouveau par Allofs. Tiré à peu près de la même façon pour la tête de Berghuis. À nouveau Forster en embuscade
Battiston est monté sur Forster tout de suite. Il l'a eu à l'œil. Tisserand récupère. Wea pour Monaco maintenant. Retour de Germain dans les pieds de Wea. Beaucoup de hargne de la part de Germain qui ne peut stopper le Libérien. Le Libérien continue. L'ancienne avancante du Tonnerre de Yaoundé qui joue sous les yeux de Claude Leroy. Eh bien, a perdu le ballon après une longue course. Mais quelle impression de puissance nous donne ce soir Georges Weah. Et Monaco redémarre. Glenn Hoddle. Weah. Et avantage Förster parce que imaginez-vous si Weah tombait ce soir sur un stopper de moyenne qualité, eh bien je pense que l'équipe de l'Olympique de Marseille serait déjà dynamitée depuis longtemps. Mais en face de Weah, il y a ce soir Förster et c'est un formidable duel que nous offrent les deux joueurs. Georges Weah qui vient de jeter un coup d'œil vers le tableau où il y a le chronomètre qui dit que la deuxième mi-temps est commencée depuis 10 minutes. Et regardez, c'est cette tête piquée de Förster, elle est superbe. Et il y a encore 2 rouges sur la ligne avant Jean-Luc Ettori. Poulain et Weah. C'est Weah qui sort. Bib. Poulain. Centre long. Et il y en avait pourtant des solutions pour Poulain. Mais il y a un problème dans le milieu de terrain marseillais, un problème défensif qui est assez, enfin, qui n'est pas complètement étonnant. Vous voyez par exemple Arsène Wenger a aligné Dib, Poulain et Amoros. Ces 3 joueurs qui connaissent parfaitement leur rôle, qui savent exactement ce qu'ils ont à faire dans le secteur défensif. En face, Germain, Gastien savent, Bernardet, Vercruis savent aussi, mais c'est pas dans le même registre. Alors il y a toujours un trou quelque part et on prend bien les espaces du côté de Monaco. Petit, il a pris un très grand espace. Junior encore, Emmanuel Petit. Il sait bien qu'il retrouvera la 3e division. C'était d'ailleurs son ambition de début de saison, jouer en 3e division. Parce que l'année dernière, il n'y jouait pas. Mais qui pour le moment tient en tous les cas très bien sa place en D1. Notre ambition, c'est de passer son bac l'année prochaine. Bac commercial, mais il dit que cette semaine, il a manqué sa 80e heure de cours depuis qu'il est dans le groupe pro. Ah, c'est pas facile. Alors, ça sera assez difficile quand même. Valérie. Hoddle. Sauzet. Pour Bernardet. Ballon récupéré par Monaco. Gastien. Et attention à Hoddle qui part devant Bernardet et qui prend l'avantage sur Bernardet. Glenn Hoddle avec appel de balle de Kurbos au 2e poteau. Centre tendu d'Hoddle qui a cherché Georges Weah. Glenn Hoddle panique tout le monde, même un joueur comme Bernardet qui a quand même une énorme expérience de la 1re division, eh bien panique un peu face à Glenn Hoddle, car on sait que s'il prend le ballon, il y aura danger immédiat. Belle déviation de la tête de Papin sur Vercruis, retour d'Amoros. Petit, pressing de Gastien. Poulain, interception de Tis. Vercruis regarde partout, mais il y avait des monégasques de tous les côtés. Et Monaco avec Kurbos. Kurbos ne passe pas. Gastien. Mauvais renvoi, c'est difficile. Hoddle va peut-être récupérer. Non. Et voilà maintenant une bonne situation pour l'Olympique de Marseille avec Gérard Bernardet. Bernardet qui glisse bien pour Vercruis et sonore dans le dos de Vercruis. Il a accroché juste ce qu'il fallait Vercruis pour ne pas être sifflé et pour empêcher Vercruis de prendre le ballon. Ah, c'était très bien dosé. Ce marquage de sonore est petit. Beaucoup d'aplomb avec Hoddle. Et Hoddle encore. Ah, il perd vraiment peu de ballon. Marcel Dib. Marcel Dib. Stoppé à la régulière, me semble-t-il, par Franck Sauzet. Peut-être pas. Ralenti. On va revoir la sortie de Jean-Luc Ettori devant Philippe Vercruis. Et là, on revoit Marcel Dib. Hop, vous voyez, juste le bout du pied. La pointe. Juste la pointe, mais ça suffit pour déséquilibrer parce que Dib filait au bout. Proche patte. Ah, bon match ce soir, oui. Il va pas y aller, Papin. Non. Il revient à pas compter. Hoddle. Hoddle encore. Ah, Gastien
Petit, Odell, tout de suite. Et Forster. Et les interceptions de Forster sont très souvent des relances. On a vu une très bonne relance de Forster en première mi-temps sur une interception. Mais c'est après que ça se gâte. Ouais. Car la relance de Forster est effectivement souvent excellente. Et ensuite, arrivé au milieu, on ne peut plus garder le ballon du côté de l'OM. Libouéa. Interception de Sauzé, tacle de Sauzé, Klaus Allofs. Décroché de l'attaque. Klaus Allofs avec Vertruis qui renverse vers Bernardet. Bernardet Valéry. Oh là là, à gauche, c'est pas de but. Il est parti de l'intérieur de son camp, Kurbos. Il n'est pas en jeu. Kurbos, oh là là, il a raté son contrôle alors que Huard était sorti. Kurbos avec Wea maintenant, les Marseillais sont revenus, ils sont à 3 contre 3. Wea continue et tir de Wea bien renvoyé par Gaëtan Var. Alors que là, les Monégasques ont vraiment eu une occasion de marquer le deuxième but, d'abord par Tony Kurbos qui a des difficultés à contrôler. Ah, si Kurbos réussit son contrôle, c'est but. Et ensuite, Wea qui choisit de frapper, c'est aussi une balle de but. Et Gaëtan Huard qui sauve de la catastrophe l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille débordé par une équipe très fringante. Regardez Kurbos, non seulement il est dans son camp, mais en plus, il y a Sauzé en couverture. Et si là, Kurbos réussit à emmener son ballon, c'en est peut-être fini du titre de champion de France pour l'Olympique de Marseille. Qui sait? Corner tiré par Amoros, très long, bonne prise de balle de Gaëtan Huard qui fait un match irréprochable, même mieux que ça pour Marseille. Et tout à l'heure, on a vu Jean-Pierre Papin changer de chaussures. Vous expliquiez, Charles, le problème des crampons sur des pelouses printanières. Kurbos a peut-être eu un petit problème de ce genre. Ouais, c'est plus vraisemblablement qu'il manque de compétition quand même. Et pour jouer à ce niveau, il faut vraiment être dans le rythme de la D1, surtout ce soir. Libre en difficulté, Valéry. Batiston. Encore une longue ouverture de Batiston sur Kurbos. Kurbos qui reprend du pied droit. Et oui, le Kurbos en forme. Le Kurbos qui n'aurait pas été arrêté 6 mois cette année. Le Kurbos qui aurait eu le rythme de la D1. Aurait certainement tenté une volée de l'autre pied ou alors une tête lobée par-dessus Huard, mais n'aurait certainement pas fait ce geste qui est un petit peu un geste d'impuissance. Mais comment lui en vouloir à Kurbos? Il a d'abord passé son défenseur et ensuite il manque le dernier geste. C'est bien sûr le plus difficile. L'OM est complètement en difficulté en ce moment. Les ouvertures de Batiston sont d'une précision qui inspire le respect. Il doit inspirer la crainte aux Nantais à la veille d'un déplacement à Monaco en Coupe de France. Coup franc tiré par Bernardet pour l'OM. Avec Franck Sauzé qui a franchi la ligne médiane comme tous les Marseillais à l'exception de Var. Débordement de Murat. Petit qui lobe pour Wea, c'est bien vu et bien fait. Wea. Fin d'accélération. Amoros qui glisse à Kurbos. Et Marseille s'en sort bien une nouvelle fois. Tout près d'occasion de but et tout près de plusieurs situations de but pour Monaco. Et effectivement, Gérard Gilly va faire rentrer des troupes fraîches car en ce moment, personne ne réussit du côté de l'Olympique de Marseille à arrêter les vagues rouges. La vague rouge continue. Tête de Tis. Pour Marseille, Bernardet. Germain, Tis. Gastien. Bernardet pour son baptême du feu olympien. Vertruis. Il y a des rouges partout. Le rouge est mis. Oh là, Odell. Ouais, superbe pour Amoros. Amoros qui va frapper du gauche. Frappe à côté. Tir au croisé, vous l'avez vu comme nous, de Manuel Amoros. Mais encore une occasion pour Monaco. Encore une belle situation. Et comme souvent, avec Odell au départ.
Voilà, frappe de Manuel Amoros sur son pied gauche. Regardez, un 3 contre 2 là, des Monégasques. Et Monégasques dont Manuel Amoros a raison de tirer, parce que regardez cette frappe là. Vous pouvez croire ici qu'elle va au but. Et Amoros, je suis sûr, l'a cru au début. Et Huard vraisemblablement aussi. Frédéric Mérieux est entré à la place de Philippe Vercruis à l'OM. Vercruis qui le voici Mérieux. n'avait pas réussi grand chose et qui était de plus sifflé par le public. Mérieux qui a eu un premier contact avec Dib. Mérieux qui est un gaucher, un dribbleur, qui était ailier gauche, qui joue souvent en milieu aussi. Alofs qui n'est pas parvenu à déborder. Oui, il m'a poussé, mais... Et oui, il y avait début de faute au départ de l'action. Et c'est pour ça que Klaus Alofs, à la sortie, perd le ballon. Il reste 25 minutes. Et toujours un but partout. Tête de Poulain. Sonore. Poulain. Et si le score n'évolue pas, je crois que l'Olympique de Marseille sera le club qui aura fait la bonne affaire ce soir, même si au classement ça n'apparaît pas, mais PSG n'a encore pas gagné à Strasbourg demain et il s'en faut beaucoup même. Mais si l'Olympique de Marseille ne perd pas ce soir face à cette équipe de Monaco, elle devra être contente, car les Monégasques ont assez nettement dominé cette première heure de jeu. Ettori vers Petit. Pas la touche est pour Monaco. Sonore. Pressé par Klaus Alofs, et la touche est pour les Monégasques, pour les champions sortants. Et Marseille qui aura un autre match difficile samedi en Coupe de France à Toulon. Toulon dont on dit qu'il n'alignera pas sa meilleure équipe demain à Sochaux. Il n'est pas très bien de la part de Roland Courbis, qui a trouvé beaucoup de joueurs fatigués dans son équipe et qui amuse un petit peu le football professionnel en disant qu'il suspend Duprat pour un mauvais geste sur Hérault. Alors que là, l'occasion de marquer le deuxième but pour Glenodal, il rate. Alors, je serais tenté de dire l'immanquable pour lui en tout cas. Effectivement, si on avait dû donner le nom d'un joueur qui à coup sûr n'aurait pas raté cette occasion, on aurait dit Glenn Hoddle à la suite de ce centre que tout le monde laisse filer. La balle détournée par Tis revient sur Glenn Hoddle, qui est un petit peu plus loin que le point de pénalty. Il est à 13-14 mètres. Il cherche la lucarne gauche de Gaëtan Huard, qui ne peut pas intervenir là-dessus. Regardez Hoddle. Il est démarqué, il va chercher la lucarne de l'autre côté là-bas. Et c'est largement au-dessus. Mérieux avec Murat. Et frappe de Klaus Alofs, alors que Papin va discuter avec Gérard Biguet. On discute beaucoup avec les arbitres du côté de Jean-Pierre Papin, mais Jean-Pierre Papin est capitaine ici. Regardez, il a poitrine. Il discute la poussée de Petit, mais de toute façon, M. Biguet pouvait laisser l'avantage à Klaus Alofs, qui avait une très belle volée à 8-9 mètres de Jean-Luc Ettori et qui la met au-dessus. Ce qui prouve que le match doit être beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Enfin, il nous paraît beau pour le moment, mais qui doit être âpre et dur, parce que pour que Hoddle et Alofs manquent tous les deux frappes à 10 mètres du but, eux qui sont sans doute les deux joueurs les plus adroits sur le terrain, c'est qu'ils ont déjà laissé des forces. On a entendu le jeune Mérieux remonter les troupes. Valéry face à Mérieux, et le coup franc est pour Monaco. C'est la jeune classe. Je gagne quelques secondes. Monaco qui a comme objectif les 3 premières places, bien sûr, pour être européen la saison prochaine.
pour cela est en concurrence avec Sochaux et Auxerre qui joueront demain soir. Sochaux contre l'équipe du Toulon dont vous parliez, Charles, tout à l'heure, et Auxerre qui jouera à Saint-Etienne. Mérieux, à nouveau, avec Battiston, et Mérieux ne passe pas. Battiston qui récupère bien. Et relance avec Dib. Ouais, beaucoup de sang-froid chez Battiston, malgré la pression du Marseillais. Battiston qui continue à faire sa collection de maillots de gardien de but. Il y a déjà ceux de Chilton, de Schumacher bien sûr, de Batz, d'Etor, du gardien de but du Pérou, et qui en cherche toujours. Germain que l'on va revoir, le voilà. Et Alox maintenant. Murat. La touche est pour Marseille. Marseille qui se refait une santé actuellement. Alox. Glenn Hoddle pour la contre-attaque. Ouverture de Weah pour Georges Weah. Il compte sur les capacités physiques de sprinter de Georges Weah. Et là, le handicap était un peu trop grand pour lui. Et c'est Papa que le retrouve pour Marseille, mais c'est Battiston qui est là. Emmanuel Petit, c'est bien joué. Turbos, Amoros et Forster. Franck Sauzet. Bernardet. Poulain, non. À nouveau Sauzet. Bernardet. Et en jeu. Eh oui. En jeu. De Klaus Allofs. Il faut maintenant que Monaco se méfie de la fin de match de l'Olympique de Marseille. Vous voyez Allofs qui ne s'est pas méfié, qui n'a pas regardé l'alignement des Monégasques. Les Marseillais qui ont marqué 8 buts dans les 10 dernières minutes, dont 6 dans les 5 dernières minutes depuis le début de la saison. Une spécialité dont on avait parlé en Coupe d'Europe l'autre jour, qui est une spécialité du Real Madrid et d'autres clubs aussi. Weah, déviation à Amoros, prolong. Amoros qui a un petit peu de mal à se situer vis-à-vis de ses coéquipiers dans le jeu offensif. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué au milieu du terrain. Jean-Pierre Papin qui semble un petit peu désemparé. Vous n'oubliez pas bien sûr de donner une note pour cette rencontre. Fin de départ de Papin et faute de Battiston. Battiston qui conteste rarement et qui conteste maintenant. Ah, c'est vrai que Papin a une propension à s'allonger très vite dès qu'on le touche. Mais on peut penser qu'il y avait une faute. Je n'en suis pas certain. Klaus Allofs va tirer ce coup franc. Il y a énormément de monde devant le but de Jean-Luc Ettori. Klaus Allofs dans la mêlée, et de la mêlée surgit le gardien de Monaco, le capitaine des champions sortants, Jean-Luc Ettori. Les deux gardiens font des bons matchs ce soir. Qui a fait un arrêt fabuleux, disait Arsène Wenger, face à Vercauteren à Nantes en Coupe de France. Et qui donc n'est absolument pas menacé pour la saison prochaine. Dérapage d'Amoros, dont les Marseillais n'ont pas totalement profité. Germain, Sauzet. Bruno Germain, pour Gastien, Petit. Dans la tribune. Petit dont on disait que la principale qualité était la sensibilité de son pied gauche qu'il avait, qu'il touchait le ballon, qu'il en faisait un petit peu ce qu'il voulait, mais qui nous montre qu'il est vraiment un défenseur très strict, très sévère. Regardez-le encore en interception. Et si vous avez l'œil sur le spot Euromarché qui précède et qui suit nos rencontres, vous verrez que ce sont des jeunes monégasques qui l'ont tourné,
sous la direction de Marc Semin, nos réalisateurs, et qu'on voit deux magnifiques gestes de Petit. Bernardet, contré par Amoros, Sauzet. Alors la frappe de Sauzet, la voilà. En fin de match, on ajuste moins bien et c'est moins puissant. Regardez, il est quand même très très loin, il y a près de 30 mètres. Ça aussi, c'est la preuve qu'on a du mal à construire du côté de l'Olympique de Marseille. Tête de Poulain. Gastianon, Forster, oui. Petit. Et faute de Papin qui est en train de commenter. Et Odell a ramené le sourire. Alors qu'Arsène Wenger a ramené Petit au calme et que Gérard Biguet est obligé d'en faire autant aussi maintenant. Odell piégé, Papin en profite, Papin file vers le but, Tétori frappe de Papin dans un angle difficile qui obtient un corner, alors que 3 Monégasques lui fermaient l'angle sur cette faute de Glenn Hoddle, la faute d'Hoddle dans le match. Et rendez-vous compte, Glenn Hoddle qui a été merveilleux pendant toute la rencontre, qui a raté la balle de 2-1 tout à l'heure et qui a failli offrir la balle de 1-2 en 10 minutes. Il a failli perdre le match à lui tout seul alors qu'il a été rayonnant. C'est un match de poids lourd où la moindre faiblesse est exploitée. Corner tiré par Klaus Allofs, Jean-Luc Ettori. Surgit une nouvelle fois de la mêlée. Il est le patron de sa surface. Ouais, j'ai pas eu le temps de finir pour Ettori. On avait parlé d'un goal belge à l'AS Monaco. Arsène Wenger est formel. Jean-Luc Ettori, et c'est pas ce soir qui va changer d'avis, sera toujours gardien de l'AS Monaco au moins toute la saison prochaine. Amoros. Il y a peu de joueurs en fin de contrat à Monaco. Et voilà Georges Weah. Georges Weah, le deuxième but, non, encore Gaëtan Var. Et là, Georges Weah, bon, c'est la fin de match aussi, la fatigue. Il n'a pas bien ajusté. Il n'a pas poussé sa course suffisamment loin. Il a voulu tenter un petit coup juste au moment où Huard sort, c'est-à-dire au moment où le gardien est le plus fragile. Hors-jeu de Murat. Il aurait peut-être pu pousser sa course plus loin. Il a choisi le petit coup de patte. Et Huard avait fort bien anticipé sur ce tir qui partait dans l'angle. Bonne soirée, en tous les cas, on a eu une bonne soirée de Coupe d'Europe avec Milan AC Real la semaine dernière, on en aura une bonne la semaine prochaine et ce soir avec le championnat de France qui pourtant est assez décrié en ce moment, eh bien on a à nouveau une très belle soirée de football. Amoros. Bruno Germain. 10. Et hors-jeu, ils sont 3. Ah, en tout cas, ils ont été signalés 3. Contestation de 10. Oui, non, mais le problème, c'est que la passe vers, je ne sais plus qui, c'est Papin qui est dans l'axe. Regardez, la passe a été faite par un rouge. Mais il y a Tis, et hop, la passe est faite là par Manu Petit. Mais Monsieur Biguet, et vraisemblablement, il n'aurait pas sifflé le Marseillais hors jeu. Mais Monsieur Biguet avait sifflé la faute sur le Marseillais auparavant. Et vous voyez, le coup franc est tiré par l'Olympique de Marseille. Papin. Et Petit met en touche. Et on est dans le dernier quart d'heure maintenant. Corner pour Marseille. La pression marseillaise monte. Marseille, on vous l'a dit. Oh, c'est drôle, Gaëtan Huard, on va pas le regarder parce que c'est à l'autre bout, est monté presque dans le rond central pour rappeler les Marseillais quand il n'y en a plus aucun auprès de lui. Les Marseillais qui ont été souvent très efficaces en fin de match. Klaus Allofs récupéré par Sauzet. Non. Et là il y a pénalty. Pénalty sifflé pour une faute sur Murat. Faute sur Eric Murat. Pénalty pour Marseille. À 11 minutes de la fin.
Regardez, parce que là, Murat a eu beaucoup de mal. Il est accroché, mais c'est pas là-dessus qu'il y a faute. Il va se relever, il repart, et dans son dos, il va arriver une meute rouge. Ah, et la meute rouge, effectivement, est tombée sur le dos de Murat. D'ailleurs, on ne discute pas du côté de Monaco. On va mieux le revoir là, parce que j'avais l'impression que Murat s'était arrêté. Regardez. Ah, il commence, c'est ça le problème, c'est qu'il commence à plonger avant que les rouges l'aient touché. Et après, tous les rouges viennent faire faute sur lui. Ça, c'est sûr. Il y aurait eu, je crois qu'il y aurait eu penalty de toute façon et faute indiscutable, même si Murat n'avait pas commencé. Oui, n'avait pas commencé à plonger avant d'être touché. Mais il s'était fait mal, je crois, dès le début de l'action sur le première esquisse de croche-pied. Et Jean-Pierre Papin va tirer ce penalty. Il en a marqué 5 cette saison en championnat. Il est au bout du pied. Le deuxième but de l'OM. Son 19e but de la saison. Ettori qui dit sur un penalty au haut niveau, si on bouge avant, on est marron. On va voir ce qu'il va choisir face à Papin. Face à face, les deux capitaines. Le capitaine des champions sortants, le capitaine des leaders, Jean-Pierre Papin. Et but de Papin, 2-1 pour l'Olympique de Marseille. C'est le 19e but de Papin. Il égale donc son record de but en championnat de France. Son record de but dans une saison, c'est avec Bruges en Belgique, avec 21 buts. Il reste encore 4 journées de championnat pour les Marseillais de Jean-Pierre Papin. Vous voyez, qui prennent l'avantage. Jean-Luc Ettori qui a dit si on bouge avant, on est marron. Il attend le dernier moment. Il fait feinte de partir à droite pour obliger Papin à tirer sur sa gauche. Mais Papin se laisse pas prendre. Papin qui regardait pas Ettori du tout, qui a choisi de frapper en force à ras de terre. C'est son 51e but en première division aussi à Jean-Pierre Papin. Et c'est un but en tous les cas qui permet à l'Olympique de Marseille de, qui sait, si ce n'est pas le but qui fera de l'Olympique de Marseille champion de France, alors que pourtant l'AS Monaco avait pendant très longtemps donné la leçon. Et les balles de 2-1 qui n'ont pas été converties par les Monégasques, eh bien maintenant se retournent contre eux. Et entrée de Benoît Cauet à la place d'Éric Murat, donc qui s'est blessé sur cette action qui a entraîné, qui a causé le penalty, qui permet à Marseille maintenant de mener par 2-1. On est à la 38e minute de la deuxième mi-temps. 7 minutes à Monaco pour égaliser. Et Marseille a donc marqué son 9e but dans les 10 dernières minutes d'un match de championnat cette saison. Papin, Gastien, Bernardet. Alors que nous avons un problème de liaison avec le stade Vélodrome, il y a toujours le son, donc on vous tient informé de ce qui se passe. Remise en jeu pour les Marseillais. Nous sommes dans le camp de Monaco. Bernardet face à Battiston. Nous sommes sur le côté droit. Et donc un petit peu de radio pendant quelques instants. Des instants qui seront bien entendu les plus courts possibles. On fait le maximum pour savoir d'où vient ce problème de liaison entre Marseille et Paris, d'où repartent toutes les images sur tout le territoire. Pour l'instant, c'est un arrêt de jeu. Voilà. C'est un arrêt de jeu. Bernardet est touché. Bernardet est au sol. Voilà, Bernardet pas, mais on ne manque pas d'action. Est au sol à peu près 25 mètres de la cage d'Ettori, complètement sur la droite, à la suite d'une faute d'Emmanuel Petit sur lui. Et Bernardet reste au sol en se tenant le genou gauche au moment où les soigneurs viennent vers lui. Alors vous connaissez ces scènes classiques. Bernardet est allongé sur le dos et le docteur Duby et le kiné de l'Olympique de Marseille sont près de lui. Gérard Biguet fait signe que l'on décomptera le temps, car Patrick Battiston est venu lui demander si on allait arrêter là. Et ce sera donc un coup franc, si vous voulez, dans la position à peu près où tout à l'heure Klaus Allofs en a tiré un, c'est-à-dire sur la droite. Sur la droite, à l'extérieur de la surface, bien entendu. Et comme tout à l'heure, eh bien, presque tous les Marseillais seront dans la surface de Monaco. Klaus Allofs tire ce coup franc, il est rentrant, il était direct et nous sommes revenus pile à ce moment-là. Alors qu'il y a des petites sautes d'image, j'espère que tout ça va s'arranger.
et que Ettori qui dégage. Non, nouveau petit problème. C'est ce qu'on appelle à coup sûr un problème de faisceau entre Marseille et Paris. Et pour le moment, la balle est donc de nouveau dans les pieds des Monégasques qui vont essayer de remettre du rythme dans les dernières minutes. Et qui ont perdu le ballon. Interception d'Alos. Mais à nouveau pour Monaco maintenant avec Petit. Glenn Hoddle, nous sommes sur la ligne médiane. Ouverture d'Hoddle sur la droite de l'autre côté. Nous sommes dans le camp et voici l'image qui est revenue. Merci. Avec Georges Weah. Georges Weah qui ne passe pas. Et c'est un coup franc en faveur de Monaco. Alors qu'il reste maintenant de temps réglementaire pile 5 minutes à jouer. Et que l'OM mène donc par 2-1. Suite à ce pénalty réussi il y a quelques instants par Jean-Pierre Papin. Coup franc tiré par Glenn Hoddle. Gérard Biguet fait reculer le mur. Tête de Sonneur, non. Ballon que va récupérer Dib malgré la montée de Papin. Et Amoros maintenant avec une faute de Bernardet sur Manuel Amoros. Bernardet qui joue pour la 4e fois contre Monaco cette saison, une fois en championnat avec Montpellier, 2 fois en coupe avec Montpellier. Belle trajectoire transversale encore de Battiston pour Dib. Et oh là là, formidable coup de tête de Kurbos qui cette fois-ci avait bien trouvé la distance et qui a trouvé une fois de plus Gaëtan Var sur son chemin. Regardez, comme il a bien giclé Kurbos, il espérait croiser sa tête au deuxième poteau et il trouve juste Kurbos. Alors que Glenn Hoddle a des soucis. Regardez Glenn Hoddle qui s'affale devant Bruno Germain, qui va se relever et qui va courir au moins 40 mètres après M. Biguet pour réclamer une faute sur lui. Sonneur. La touche est pour Monaco. À nouveau Luc Sonneur. Battiston. Petit. Marcel Dib. Il a réussi un beau geste technique et un beau centre sur la tête de Kurbos il y a quelques instants. Petit. Petit Dib. Dib pour la tête d'Hoddle, non. Ballon récupéré par Battiston et très longue ouverture de Philippe Tis dans un espace totalement vide. Ballon que vient récupérer Sonneur pour Battiston. Tout le monde est donc maintenant dans le camp de Marseille. Marseille qui mène par 2-1 à moins de 4 minutes de la fin, à 3 minutes de la fin. Voilà, et Hoddle qui est pas content du tout que Patrick Valéry lui ait fait feinte d'appel dans le trou et ne soit pas parti. Alors que là, il y a eu contact. Ah oui, contact Weah Tis, je pense. Contact sévère à tous les cas. Weah Bernardet. Valéry. Faute de main de Patrick Valéry. Ah, il ne pouvait pas ne pas la siffler, monsieur Biguet. Il y a 30 000 personnes qui ont crié main. 2 minutes. 2 minutes et ce pénalty réussi par Papin qui permet à 2 minutes de la fin. Mais le match n'est pas fini. À l'OM de mener donc. Le match n'est pas fini. On a parlé vient de réussir quand même. Jolie petite biscuette, on dirait en rugby. Ouais. Hors-jeu. Et Papin le sait très bien qu'il y a hors-jeu, vous pouvez être sûr. Et Ettori lui fait comprendre. Discussion entre les deux capitaines. Et on a parlé de virage, on va parler de virage encore jusqu'à la fin du championnat. Tant qu'on ne connaîtra pas le champion, c'est un virage important. Certains disent en épingle à cheveux, d'autres diront c'était une chicane. Et la chicane de Monaco, eh bien pour l'instant, Marseille la passe bien. Après s'être mis en travers au beau milieu du virage pendant un bon moment quand même. Et à la sortie, c'est une bonne affaire pour l'équipe de Gérard Gillier et de Michel Hidalgo. Dernière minute.
En tout cas, voilà un match où la régularité du championnat ne sera pas mise en doute sur le plan de l'opposition qu'aura fourni Monaco à l'Olympique de Marseille. Et là, accrochage entre Coët et Amoros. Beau geste technique, une fois de plus, de Glenn Hoddle. Il y a eu juste quelques faiblesses en deuxième mi-temps. Marcel Dib, fin de centre. Et centre pour la tête de Weah qui se jette et qui marque. Égalisation de Georges Weah dans la dernière minute de jeu sur ce centre de Marcel Dib qui tout à l'heure déjà avait bien centré sur Kurbos, qui vient féliciter Weah et doublé de Georges Weah. Ah oui, récompense du pressing monégasque de ces dernières minutes, mais regardez comme Marcel Dib joue bien en centrant ensuite au premier poteau et Weah va se précipiter et de la tête parce qu'il y a eu quelques protestations marseillaises car on discute sans doute la puissance de Georges Weah sur cette action. Regardez, il devance Huard, il devance aussi les défenseurs marseillais parce que pour Huard c'est beaucoup plus difficile. Et regardez comme il va bien gicler devant tout le monde. Ah, effectivement, voilà pourquoi Förster n'était pas très content. C'est parce qu'il y a une charge de Weah qui profite de son poids, de son élan, mais qui était peut-être à la limite de faire une faute sur Förster quand même. Et une douche glaciale est tombée sur les 25 ou 30 000 spectateurs du stade Vélodrome dans la dernière minute. Alors, je crois que quand on n'est pas supporter, on peut estimer logique ce résultat parce que l'AS Monaco avait vraiment très bien joué aujourd'hui. Mais évidemment, lorsque l'on est Marseillais et que l'on encaisse un but à la dernière minute et que l'on perd 2 points en championnat de France là-dessus, car Marseille vient de perdre 2 points. Et effectivement, c'est grave dans l'optique du titre de champion. Ouais, Marseille qui avait 1 point d'avance sur Paris Saint-Germain qui jouera donc demain en a 2 ce soir. Et on va retrouver Papin. Jean-Pierre Papin, quel goût il vous laisse de partout? Il nous fait perdre 2 points et je crois que c'est ce qui compte le plus à l'arrivée. Bon, maintenant, on a 2 points d'avance, mais le PSG a un match de retard à l'extérieur, certes, mais je crois que ils sont un peu favoris pour le match de demain. Vous pensiez mériter la victoire? Sur l'ensemble du match, je ne crois pas qu'on mérite la victoire, mais quelquefois il y a des victoires qui s'acquièrent même avec difficulté, même sur un penalty. Bon, ben là, pour une fois, la charge va pas être avec nous, mais on espère qu'elle en aura pour la prochaine fois. Merci Jean-Pierre. Commentaire très fair-play de Jean-Pierre Papin. Oui, bien Jean-Pierre Papin qui a bien senti que l'AS Monaco avait une certaine maîtrise sur la rencontre. On va rentrer un petit peu avec tous les joueurs. Marcel Dib, Thierry Dujon, c'est lui. Puel qui s'était échauffé mais qui finalement n'est pas rentré. Vogel non plus. Murat qui va mieux. Et dans cet endroit-là, dans le tunnel, qu'il y a eu des incidents la semaine dernière entre Toulonnais, entre Duprat et Hérault, très exactement. Avec Battiston, peu de chances qu'il y ait des incidents. Thierry est peut-être avec un monégasque avant qu'il rentre dans le vestiaire. Parce que côté de Monaco, généralement on s'enferme 5 à 6 minutes, donc si on va avoir un monégasque. Et on est avec Poulain. Fabrice Poulain est satisfait de ce match nul, j'imagine, peut-être un petit peu tiré par les cheveux à la fin. Non, pas satisfait, beaucoup de regrets parce que je crois que sur l'ensemble de la rencontre, l'AS Monaco a montré qu'elle pouvait venir s'imposer ici à Marseille. On a eu énormément d'occasions, malheureusement on n'a pas pu les concrétiser, ce qui fait qu'on a pris ce deuxième but et après on a eu un petit peu de réussite dans la mesure où on a égalisé juste à la fin. Mais sur l'ensemble du match, je crois que le nul est pas du tout immérité et même je crois qu'on repart avec quelques petits regrets. L'objectif de départ, c'était quoi? C'était de s'imposer. Je crois que chaque match, il faut s'imposer, que ce soit au stade Louis II ou à l'extérieur. On veut faire une Coupe d'Europe la saison prochaine et pour ça, il faut finir dans les 3 premiers ou gagner la Coupe de France. Alors l'AS Monaco prend les matchs comme ils viennent, un par un, et essaie de tout donner pendant 90 minutes. Et je crois que c'est ce qu'on a fait ce soir. Bon, le score nous est peut-être favorable, mais comme je vous dis, il y a quand même des regrets. Merci Fabrice. Ça fait 55 points pour Monaco, qui se trouve donc avec un match en plus avant la journée de demain, et qui est à 1 point de retard de Sochaux et 2 points d'Auxerre qui joueront donc demain.